Bon, Président, d'abord, un petit retour sur votre nouvelle élection. Vous êtes de nouveau président pour 4 ans. Ça n'a pas été une chose, une campagne facile à faire parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites, hein. Oui, parce que je pensais qu'on ferait une campagne sur le foot, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, et puis bien entendu sur les difficultés des clubs liées au Covid pour les sécuriser et puis permettre de repartir sur de bonnes bases. Tout le monde a constaté que c'était plutôt une campagne de caniveau, c'est dommage. Maintenant, c'est du passé en ce qui me concerne, et j'ai plutôt envie de penser à l'avenir, penser au club, penser aux bénévoles, avec ce côté anxiogène lié à la pandémie, et puis également lié à la reprise des compétitions, comment ça va se passer, la Coupe de France, le championnat, pour les seniors comme pour les jeunes, pour les féminines, pour le futsal. Je pense que c'est ça qui doit retenir toute notre attention aujourd'hui. Alors, il y a du travail. On sait que les jeunes ont pu reprendre un entraînement un peu individualisé parce qu'il n'y a pas de contact. A priori, à partir du 15 décembre, il y aura des contacts et pour les seniors aussi. Mais là, on est en train de dire que les taux de contamination sont en train de réaugmenter et que ce n'est pas sûr qu'il y ait une reprise. Est-ce que vous en savez plus? Pas du tout, c'est le chaos général depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. Ce qui est difficile pour nous, c'est de pouvoir avoir une trajectoire. On comprend parfaitement que la situation pandémique de la nation est bien plus importante que le foot, ça tout le monde l'a compris, mais c'est important pour nous d'avoir à tout le moins une trajectoire. Donc ce qu'on espère aujourd'hui, à défaut d'avoir des certitudes, comme vous le dites à juste titre, ce qu'on espère, c'est que les compétitions soient maintenues à minima le 20 janvier. Vous le savez, il faudrait que ça reprenne un peu plus tôt pour que la Coupe de France puisse éventuellement se dérouler, ce que bien sûr tout le monde espère. Mais si on ne reprend pas le 20 janvier, ça sera extrêmement difficile de pouvoir terminer la compétition. Le gouvernement prendra ses décisions, ce qui est un peu dommageable, mais on n'en veut à personne. C'est de le découvrir au dernier moment. Et pourquoi est-ce qu'on en veut à personne? C'est parce qu'on sait très bien que cette pandémie, elle est difficile et qu'elle s'impose à nous tous et qu'on a très peu de moyens de pouvoir la maîtriser. Président, on va faire le relais peut-être des clubs, des bénévoles, des joueurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le football amateur n'est pas pris en... Enfin, le sport amateur en général, parce qu'il n'y a pas que le football, n'est pas véritablement pris en considération? Ceux qui pensaient le contraire savent maintenant que c'est une vérité, ce que vous dites. Il suffit, si vous voulez, de voir comment la culture est considérée dans notre pays avec beaucoup de bienveillance à l'égard de la culture, mais aussi beaucoup de moyens. Je rappelle qu'il y a 2 milliards d'euros quand même qui ont été débloqués pour la culture, et tant mieux, parce que notre pays est un pays de culture aussi. Mais je pense que notre pays est aussi un pays de sport. Je pense que le sport mérite une place beaucoup plus importante dans le cœur et dans l'esprit de nos dirigeants, pour la mixité que cela procure, pour l'intégration que cela procure, pour le bien-être que cela procure à nos enfants, pour la santé que cela permet aussi de mettre en avant. Donc oui, nous ne sommes pas bien considérés, et oui, nous espérons vivement que cela change. Au moins, ça a eu le mérite de le mettre en évidence. Donc Alors, après, pardon. allez-y, finissez. Non, je disais après, travaillons avec les préfectures, avec le conseil régional, avec nos gouvernants, pour que le sport reprenne véritablement sa place au sein de notre pays. Si jamais le 15 décembre, vous aviez une mauvaise nouvelle, ça voudrait dire certainement que le 20 janvier, ce n'est pas tenable pour une reprise. Alors, tout est relatif. Le 15 décembre, rappelons tout de même que les seniors ont pu reprendre préalablement à cette première date. Enfin, c'est un peu chaotique, hein. Donc Oui, là, ça aujourd'hui, dépend quand même des municipalités, Président, parce qu'il y a des municipalités qui refusent que des seniors s'entraînent. on est bien d'accord. Et tout ça, si vous voulez, nécessite une action gouvernementale d'abord dans un premier temps, préfectorale de manière ciblée, de telle manière à ce que les collectivités territoriales puissent être rassurées. Donc aujourd'hui, les collectivités territoriales veulent ouvrir leurs installations, mais elles ont besoin d'être rassurées, non seulement par une baisse de l'épidémie, mais aussi par des consignes qui seraient données par les préfets en particulier. Nous savons que les préfets ont par exemple interdit l'utilisation de certains équipements. Maintenant, il s'agit aussi aux collectivités territoriales d'avoir des garanties ou des assurances de la part de l'État. Et nous, on pense que les collectivités vont suivre à la condition qu'elles soient elles aussi rassurées et soulagées. Donc, cette date du 15 décembre, si jamais le gouvernement dit bah non, par exemple, les seniors, vous ne pouvez pas reprendre, ça met tout en l'air ce qui peut être prévu lors du COMEX du 12. Alors, je rappelle que les seniors peuvent s'entraîner dès aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'ils s'entraînent de manière individuelle avec ballon, mais sans contact.
comme nos mineurs. Ce que vous dites à juste titre, c'est la possibilité d'utiliser les vestiaires. Alors, nous pensons que, indépendamment de l'utilisation des vestiaires, on peut quand même faire une pratique, comme on l'a dit tout à l'heure, individuelle, sans ballon, sans contact, jusqu'au 20 janvier, en sachant qu'il ne s'agit que d'entraînement. Là où vous avez raison, c'est que pour mettre en place une reprise de compétition digne de ce nom, il faut un retour à l'entraînement, à la réathlétisation digne de ce nom. Et digne de ce nom, ça veut dire du contact, ça veut dire des matchs amicaux, et ça veut dire plusieurs semaines. Oui, c'est 1 mois et demi. C'est 1 mois et demi parce que ça fera 3 mois d'arrêt. Donc, Alors, ça, ce que vous dites, c'est l'idéal. C'est-à-dire 6 semaines de préparation, c'est bien le minimum. Dans le contexte actuel, je doute qu'on puisse avoir 6 semaines de préparation dans un cadre tel que vous l'évoquez, de confrontation, de matchs amicaux, d'entraînement digne de ce nom. Ça sera un peu tronqué. Et si effectivement nous avons la possibilité de reprendre le contact en quelque sorte début janvier, vous savez, tout ça va dépendre de la force de persuasion de la Fédération française de football pour pouvoir reprendre la Coupe de France. Si la Coupe de France reprend, ça va tous nous entraîner. Et cette fameuse Coupe de France doit reprendre début janvier et non pas le 20 janvier. Et si la Coupe de France repart, mais qu'on a quand même des difficultés inhérentes au vestiaire, eh bien on essaiera d'assumer ces difficultés comme nous l'avons fait pendant que nous étions en compétition, alors même que les vestiaires étaient interdits dans certains endroits. Si jamais les vestiaires sont interdits sur l'ensemble du territoire, oui, ça ne sera que difficile. Mais à ce moment-là, on ne peut plus parler de foot. alors, il y a aussi un problème de couvre-feu, président. À partir de 21 h, normalement, tout le monde doit être chez soi. Et vous savez très bien que les seniors, en général, les entraînements, c'est 19 h 30, 21 h 30, et peut-être même plus loin pour certains clubs, parce qu'il y a des problèmes aussi d'occupation de terrain. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez demander des dérogations pour que les entraînements de seniors, s'ils peuvent reprendre normalement, puissent se maintenir au-delà de 21 h? Alors, nous le savons. Vous le savez. Ce qui importe maintenant, c'est que nos gouvernants puissent en être convaincus. C'est-à-dire que quand vous me posez la question à juste titre, comment nous allons faire, nous savons faire. Simplement, il faut que nous ayons les autorisations. Donc, chacun ses responsabilités. Nous, notre responsabilité, c'est de proposer des moyens de revenir à l'entraînement, le respect des gestes barrières. Vous savez que les clubs ont fait un travail formidable depuis plusieurs semaines pour pouvoir garantir la bonne pratique dans des conditions acceptables, y compris avec les vestiaires, mais sans autorisation. On peut échafauder tous les scénarios possibles, on n'y arrivera pas. Donc là, le sujet, si vous voulez, c'est plutôt que les préfets, plutôt que l'État nous autorise à reprendre dans des conditions normales avec l'utilisation des vestiaires, et ensuite ça se passera bien. Mais notre responsabilité se limite à la responsabilité du gouvernement, des préfectures, pour pouvoir nous autoriser à reprendre. Dans la Ligue, président, avant le reconfinement, il y a eu une reprise du football pour tout le monde, avec des conditions particulières, le problème des vestiaires. Est-ce que vous avez constaté dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine beaucoup de clusters? Ou est-ce qu'il n'y en a pas eu et qui nous ferait dire que finalement, dans le football amateur, ben, il n'y a pas plus que dans le football professionnel quand on voit tous les cas qu'il y a eu quand même dans certains clubs professionnels aujourd'hui? Alors, vous avez raison, vous avez remarqué que dans le football professionnel, nous avons eu quelques démarrages de clusters, mais si on les rapporte à l'ensemble des compétitions professionnelles organisées, ça n'est pas si important que ça. Bon, c'est toujours trop, hein, mais ça n'est pas si important que ça. Les statistiques que nous avons, nous, personnellement, qui ne sont pas une vérité, qui ne concernent que le retour des clubs, c'est que dans 95% des cas, il y a un cas positif dans un club. Tous les cas contacts sont ensuite testés. Eh bien, dans 95% des cas, ces cas contacts se sont révélés négatifs. Donc, on pense sincèrement que le football, et en particulier la pratique du football, n'est pas vecteur de développement de clusters. Vous ne restez jamais un quart d'heure en face d'un joueur, vous êtes en contact avec lui, bien évidemment, mais vous ne restez pas sur le terrain un quart d'heure en face de lui. Le vrai sujet, ce sont les vestiaires, et on a déjà proposé des protocoles pour que les joueurs, les joueuses entrent dans les vestiaires 3 par 3, 4 par 4, de telle façon, si vous voulez, à limiter au maximum ce fameux contact de plus d'un quart d'heure. Bien entendu, du nettoyage avant, après, et si vous voulez, à l'issue de la fameuse période là qu'on a connue entre, d'un côté, la possibilité de jouer, mais avec des conditions drastiques, eh bien, dans 95% des cas, les cas contacts se sont révélés négatifs. Donc, il faut qu'on nous fasse confiance.
Alors, on en vient quand même on a beaucoup parlé de ce qui se passe aujourd'hui, mais on en vient sur le futur, peut-être à partir du 20 janvier, peut-être un petit peu plus tôt, si la Coupe de France reprend. C'est ce qui va intéresser tous les licenciés qui vous écoutent, Président. Quelles sont les pistes de réflexion? On lit beaucoup de choses aujourd'hui. Finir les matchs allés, faire des play-offs, des play-downs, éventuellement finir la saison avec l'ensemble des matchs allés et matchs retour. Vous en êtes où de votre réflexion et qui va décider? Est-ce que c'est la Fédération française de football qui va décider pour tout le monde ou vous aurez une latitude pour décider, vous, avec la Ligue et avec les districts? Alors, en toute logique, nous aurons une latitude selon 3 schémas. Terminer les compétitions telles qu'elles sont aujourd'hui en jouant le nombre totaux de journées. Ce qui nous semble extrêmement difficile, mais en tout cas, c'est une latitude qui est offerte. Ça ferait prolonger la saison jusqu'à mi-juillet, ça. Facile. On respecte tout. Facile, peut-être même un petit peu plus, parce que n'oublions pas qu'après le 20 janvier, le Covid n'aura pas disparu. Nous aurons des cas. 95%, ça n'est pas 100%. Et n'oublions pas non plus les intempéries. Et nous aurons de toute façon des intempéries. Donc, la première option de terminer la compétition n'est, à notre avis, pas réaliste. Ou en tout cas, on courrait après notre avenir, ou on courrait après les choses, alors que nous préférons les maîtriser. La deuxième possibilité, vous l'avez évoqué, c'est celle de faire des play-offs et des play-downs. Comment ça se passe ? À l'issue des matchs allés. Hein. À l'issue des matchs allés. Donc, on joue les matchs allés, une poule de 12. Tout le monde joue 11 matchs, ou 14, tout le monde joue 13 matchs, vous le savez. À l'issue des matchs allés, on prend la moitié du groupe vers le haut qui fait les play-offs. Donc, les 6 premiers. Les 6 premiers ou les 7 premiers dans un groupe de 14. Les 6 derniers et les 7 derniers dans le cas d'un groupe de 14, encore une fois. Et ce sont des matchs secs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match aller-retour. C'est-à-dire, vous jouez un match et la saison est terminée si vous êtes battu. Non, pas du tout. C'est une formule de championnat à 7 équipes ou à 6 équipes, mais il n'y a pas de match aller-retour. Et comment on procède? On fait un tirage au sort. C'est ce qu'ont décidé les clubs de N3, par exemple, lors de la dernière visioconférence qu'on a organisée avec eux. On va organiser aussi des visioconférences avec la R1, la R2 et la R3 pour que les clubs puissent s'exprimer sur cette formule. Cette formule a l'avantage, dans le cas où nous pourrions reprendre le 20 janvier, rappelons-le, vous me le rappelez souvent et vous avez raison, il faut que nous puissions reprendre le 20 janvier et il faut aussi qu'on n'ait pas de troisième vague qui viendrait réduire à néant cet objectif de play-off et de play-down qui a l'avantage de réduire le nombre de matchs, mais pour autant d'essayer de maîtriser notre avenir. Il n'y a rien de pire que de se retrouver encore à faire du quotient, comme nous l'avons eu fait en mars. Personne ne voudrait être à la place du dernier ou de l'avant-dernier qui doit descendre, alors qu'il est peut-être dans une dynamique de remontée, puisqu'il a gagné ses 3-4 derniers matchs, mais avec un début de saison catastrophique. On ne veut plus revivre ce genre de choses. Par contre, ça dépend aussi du bon vouloir des clubs. Les clubs de N3 ont déjà voté, place à la R1, la R2 et la R3, mais très sincèrement, je pense que la logique, c'est de se diriger vers ce système de play-off et de play-down. Un dernier point, les clubs conservent les points acquis sur les matchs allés. D'accord. On ne repart pas, si vous voulez, à zéro. Sinon, l'esprit compétitif de la première phase, ou en tout cas de la phase des matchs allés, n'a plus aucun sens. Et vous restez sur les principes de montée et de descente qui ont été édictés en début de saison, c'est-à-dire 2 ou 1. Voilà, ça ne changera pas. Absolument. Et il y a des fois des poules où il y a des exempts, c'est-à-dire un nombre impair. Vous allez faire comment? Alors ça, c'est surtout sur les districts. Oui, quand vous avez des poules, par exemple, où il n'y a que 11 clubs, vous allez faire comment pour faire play-off ou play-down? Alors, sur les districts, je ne m'avancerai pas. Mais par contre, on peut parler de la poule de 15 de R1, vous le savez, que l'on a, puisqu'on a autorisé, ou en tout cas, on a permis à Niort-Saint-Florent de revenir dans la poule de 15. Eh bien, ça sera 8 et 7, ou 7 et 8. Et là, vous avez raison, quand il y a des nombres impairs, il y aura un exempt. Mais là, en l'occurrence, sur les poules impaires, il y aura 6 équipes, par exemple, et 5 équipes. Et les matchs, en clair, ceux de 6 joueront un match de plus que ceux qui sont 5. Concrètement, Président, c'est cette idée que vous avez envie de défendre au niveau de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et éventuellement avec les districts, parce que vous travaillez main dans la main, même si ce n'est pas les mêmes compétitions. Alors, notre volonté, c'est d'avoir un registre uniforme, c'est-à-dire que ça s'applique de la N3 jusqu'à la 6e division de district parfois.
Et bien entendu, que ce système de play-off et de play-down puisse s'appliquer, il nous faut le proposer aux clubs. Ils votent. Les clubs de N3 ont voté, par exemple, à 80% pour l'application de ce système de play-off et de play-down. Et puis leur poser une question simple. Est-ce que nous souhaitons maîtriser, ou en tout cas tenter de maîtriser notre avenir, auquel cas il faut qu'on réduise le nombre de journées pour pouvoir terminer la compétition? Ou est-ce qu'on part en espérant jouer le nombre total de matchs, pardonnez-moi, en sachant que malheureusement, on a 2 chances sur 3 de ne pas y arriver. Oui, ça serait accepter une nouvelle fois le quotient comme ça s'est passé l'année dernière. Ça serait la troisième solution, quoi. Et puis accepter l'incertitude permanente, accepter le côté anxiogène. Et encore une fois, moi qui suis un sportif convaincu, je préfère, si vous voulez, que les clubs aient leur destin en main avec un nombre de matchs déterminé que l'on pourra jouer, plutôt que d'espérer terminer, alors même que les clubs aujourd'hui aimeraient bien avoir quelques certitudes. L'avantage des playoffs et des playdowns, c'est que ça permet une certitude relative, alors que vouloir terminer le championnat, on est complètement dans l'incertitude. Est-ce que si on va vers cette solution, et j'ai lu que Jean-Michel Aulas peut envisager peut-être ça pour la Ligue 1 dans les années à venir par rapport aux contrats télé et tout, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait prendre en compte finalement pour les années suivantes? Alors complètement, je vais vous dire pourquoi, parce que nous réfléchissons bien évidemment à la réduction de notre pyramide pour faire évoluer le niveau qualitatif de nos clubs, et en tout cas de nos équipes. Ce système de play-off et de play-down permettrait à la fin d'une phase de match aller de regrouper effectivement les meilleurs pour qu'ils jouent entre eux, et pourquoi pas cette fois-ci sur un système de match aller et retour, puisque je l'espère, le Covid serait derrière nous. Vous n'avez que raison. C'est peut-être la petite bonne nouvelle de ce contexte que l'on vit actuellement, parce que j'aime bien essayer de trouver du positif dans le négatif, c'est de se dire que cette nouvelle formule, nous allons la tester, et peut-être que les clubs vont y trouver finalement un intérêt compétitif plus important que celui du simple match aller-retour tel qu'on le vit depuis très longtemps. Mais ça se fera forcément avec l'accord des clubs ou d'une décision de la Fédé. Alors, encore une fois, sur la décision fédérale, elle concerne surtout le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire de nous autoriser à, et vous avez raison, l'Assemblée générale des clubs de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine serait amenée, le cas échéant, à modifier le contexte de nos compétitions, bien évidemment en ayant pris le soin d'obtenir l'autorisation fédérale, parce que si nous nous engageons sur des play-offs et des play-downs et que les petits copains Ligue du territoire français ne le font pas, ça crée un déséquilibre. Et c'est pour ça que la Fédé avait d'ailleurs pris la décision en mars de décider pour tous. On le sait que dans une autre ligue, on pourrait peut-être dire pourquoi en Nouvelle-Aquitaine ils font comme ça et pas nous. Et inversement, dans notre ligue, on pourrait dire pourquoi dans une autre ligue on fait comme ça et pas nous. Ça existe vraiment. Donc c'est bien d'avoir de l'homogénéité. Quand est-ce qu'on saura réellement? Alors, je crois savoir pour cette saison. Alors, je crois savoir qu'il y a un COMEX fédéral le 11 décembre qui, normalement, devrait définitivement trancher sur les fameux choix qui nous seraient permis. Et pour ce qui nous concerne, nous souhaitons attendre tout début janvier pour avoir toutes les données en main, plutôt que d'embrayer tout de suite après une décision fédérale dont on sait qu'elle pourrait être remise en cause parce qu'on ne nous autorise pas à sortir, parce qu'il y a une troisième vague, parce que le couvre-feu, c'est compliqué de s'y adapter, parce que les vestiaires ne sont pas ouverts. Et on pense que si, au 5 janvier, 4 janvier par exemple, c'est la bonne date, les clubs savent qu'ils peuvent reprendre l'entraînement individuel, sans contact. Donc là-dessus, si vous voulez, on ne peut pas leur dire davantage. Par contre, attendre un petit peu jusqu'au 5 janvier nous permettrait d'avoir une visibilité assez précise sur la reprise de la compétition et sur le choix. Et dans l'intervalle, multiplication des visioconférences pour que les clubs ne se sentent pas délaissés dans cette décision qui les concerne d'abord et avant tout. Avant de parler d'un autre aspect très important, c'est bien sûr l'avenir des clubs, parce que financièrement, c'est très compliqué pour tout le monde. Juste une bonne précision, Président. Le 15 décembre, normalement, les seniors peuvent reprendre le ballon avec contact. Est-ce que vous y croyez sincèrement? Ne pas y croire, je ne serai pas dans mon rôle. En tout cas, un rôle positif. Y croire, bien évidemment. Maintenant, celui qui va vous dire qu'il est certain
de la reprise, il n'est pas sérieux. Moi, je peux vous dire que nous sommes certains de l'envie qui est la nôtre. Nous sommes certains de dire à nos gouvernants, à nos préfectures, que le foot n'est pas créateur de clusters et qu'il faut nous faire confiance et que les clubs ont déjà fait des efforts énormes pour sécuriser leurs licenciés et leurs équipes et que, bien évidemment, nous ne sommes que dans l'espoir. C'est un peu difficile pour moi, en fait, de vous répondre systématiquement par l'espoir. Mais comment faire pour vous répondre par des certitudes ? Je ne suis pas de cela, donc j'espère sincèrement que le 15 décembre, on aura l'autorisation. L'avenir des clubs, je vais reprendre une expression qui a été donnée par Laurent Blanc sur le plateau de Téléfoot l'autre jour. Il s'inquiétait du football amateur. Il a semblé dire qu'il y aurait des clubs qui vont rester sur le carreau. Vous allez les aider, ces clubs qui n'ont pas de rentrée en dehors des licences. Et encore, elles ne sont pas toutes rentrées, les licences. Il y a des clubs où on donne des échelonnements, mais il y a peut-être des parents qui vont dire « Attendez, ça fait 3 mois qu'on ne joue pas, nous, on veut être remboursé. » Comment vous allez gérer ça? Parce que les clubs, ils vont demander ça. Alors, là-dessus, on a beaucoup plus de certitudes. D'abord, on croit à la bienveillance de tous les licenciés pour être au soutien de leur club et non pas être des consommateurs de services. Je n'ai pas joué pendant 6 mois de l'année, donc ça veut dire que vous me devez la moitié de la licence. On espère de tout cœur que ça sera le plus rare possible avec des gens qui sont davantage attachés à leur club que simplement venir consommer un service. Ça, c'est aussi un espoir. Mais évidemment, il y a certains clubs qui nous font cette remontée-là. Et ensuite, l'autre certitude, c'est que notre ligue est parfaitement bien gérée, que nous avons dégagé des marges de manœuvre pendant la dernière mandature. Notre trésorerie était autour de 3 millions d'euros lorsque nous sommes arrivés. Elle est de 7 aujourd'hui, avec la cession du Bouscat à hauteur de 2. Donc, ça veut dire que notre mandature a produit au moins 2 millions d'euros. Nous avons souscrit également un prêt garanti par l'État d'1 million d'euros. Et nous allons créer un fonds régional de soutien aux clubs en grande difficulté. Non pas aux clubs qui ont parfaitement bien géré leur barque, et on ne pourra que les remercier de faire preuve de solidarité, vis-à-vis de ceux qui sont dans le dur. Et ceux qui sont dans le dur, ça peut aller de la N3 jusqu'à la D6. Ce n'est pas parce qu'on est un petit club de 40 ou de 50 licenciés qu'on est en difficulté qu'il ne faut pas aussi penser au club de N3 qui, malgré le fait qu'on pourrait considérer qu'il est mieux financièrement, ce n'est pas forcément toujours la vérité. Donc nous aurons ces euros-là à disposition des clubs. Les clubs nous feront un dossier de présentation pour nous indiquer par exemple les pertes subies d'une année sur l'autre, ça peut se mesurer, et à ce moment-là, nous interviendrons de telle façon à ne laisser personne sur le carreau. Dernière question, Président. Aujourd'hui, est-ce que vous avez suffisamment de recul pour nous dire oui, en Ligue Nouvelle-Aquitaine, on a une chute de licenciés due à la Covid-19? Je pense qu'on en aura une à terme. C'est vrai, vous avez raison, il est plus pertinent de la mesurer à la fin de la saison, mais aujourd'hui, on est autour de 5 à 6% de pertes avant l'arrêt qu'on nous a imposé. On était à 5 ou 6% de pertes et on était autour de 15 à 20% de pertes à l'intérieur de ces 5 ou 6% pour les plus jeunes, pour les tout petits en particulier. Nous avons progressé sur le nombre de seniors, probablement que tous ont eu envie de jouer après le confinement du mois de mars, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle d'envie de revenir en fait sur le terrain. Les féminines se sont bien maintenues, voire progressées. Par contre, nous avons perdu 15 à 20% de notre effectif des plus petits. Ce qui nous inquiète, c'est que évidemment la période d'octobre, novembre et décembre a été contrariée. Et nous espérons sincèrement, et c'est un appel que je lance à tous les parents, que nos parents accepteront de nous mettre à disposition leurs enfants. Ils ont besoin de faire du sport. Les clubs sont parfaitement en phase avec les obligations sanitaires. Et je le répète, je les remercie parce qu'ils font un travail exceptionnel, de telle façon à ce que nous puissions récupérer nos enfants et ainsi limiter cette perte qui sera réelle. Il ne faut pas rêver. Je pense que sur cette saison 2020-2021 va être marquée par une baisse de licenciés. Nous l'espérons la moins importante possible. Peut-être qu'elle sera autour de 5 à 10%. C'est notre espoir de perdre pas plus de 5 à 10% de nos licenciés.